Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'une question absolument essentielle. Qu'est-ce qui fait vraiment tourner une économie? Pourquoi certains pays s'enrichissent à toute vitesse alors que d'autres semblent stagner? Accrochez-vous bien, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors voilà, la question de départ, elle a l'air toute simple. Comment une économie grandit-elle? C'est le point de départ de notre enquête. Et on va vite voir que la réponse, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup moins évidente qu'on pourrait le croire. Pour bien comprendre, imaginez qu'on a deux manières de faire un plus gros gâteau. La première, c'est ce qu'on appelle la croissance extensive. C'est simple, on met plus d'ingrédients, plus de travailleurs, plus de machines. Et la deuxième, c'est la croissance intensive. Là, c'est différent. On garde la même quantité d'ingrédients, mais on trouve une bien meilleure recette. On ne travaille pas forcément plus, mais on travaille beaucoup plus intelligemment. Commençons donc par la recette la plus basique, la plus évidente, celle qui a longtemps semblé être la seule et unique explication. On peut appeler ça la vision classique de la croissance. Alors cette recette classique, elle est simple comme bonjour. Pour avoir plus de croissance, il suffirait d'ajouter plus de travail, donc plus de gens qui travaillent plus longtemps, et plus de capital, c'est-à-dire plus de machines, plus d'usines, plus d'outils. Ça paraît logique, non? On augmente les ingrédients, le gâteau grossit, mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand les économistes ont confronté cette belle théorie à la réalité des chiffres, ils ont eu une énorme surprise. Cette recette si simple, elle était loin, mais alors très loin, d'expliquer la croissance qu'ils observaient. Il manquait un ingrédient secret, et pas n'importe lequel. Et c'est ici que notre enquête devient vraiment passionnante. On a découvert une part immense, complètement inexpliquée, de la croissance économique. Un fameux résidu qui a laissé les experts totalement perplexes. Regardons d'un peu plus près. Prenons le cas de la France pendant les 30 Glorieuses. Grâce à cette étude fascinante de Carré, Dubois et Malines Vavot, on voit que l'augmentation de la quantité de travail et de capital, ça explique moins de la moitié de la croissance de l'époque. Autrement dit, plus de 50%, plus la moitié de cette croissance spectaculaire, restait un mystère complet. D'où est-ce que ça pouvait bien venir? Et attention, ce n'est pas tout. De l'autre côté de l'Atlantique, l'économiste Robert Solow, qui gagnera plus tard le prix Nobel pour ses travaux, a trouvé des résultats encore plus fous. Pour les États-Unis, près de 80% de la croissance ne venait ni du travail, ni du capital. Là, l'énigme devenait vraiment immense. Ce grand mystère, il porte aujourd'hui un nom, le résidu de Solow. Pendant un temps, on l'a même appelé la mesure de notre ignorance. C'est dire à quel point on était dans le flou. Ça représentait tout ce qu'on n'arrivait pas à expliquer. Alors, quel est donc cet ingrédient secret? La réponse à cette immense énigme, la voici, le progrès technique. C'est ça, l'ingrédient magique. C'est ce qui permet de produire plus et mieux avec exactement la même quantité de travail et de capital. En économie, ce fameux résidu, c'est en fait une mesure de ce qu'on appelle la productivité globale des facteurs, la PGF. C'est un peu le thermomètre de notre efficacité collective, notre capacité à travailler plus intelligemment. C'est la manifestation concrète du progrès technique. Bon, mais le progrès technique, ça reste un peu abstrait, non? Heureusement, l'économiste Joseph Schumpeter a rendu ça très concret. Il a identifié 5 grands types d'innovations. Créer de nouveaux produits, comme le smartphone qui a tout changé, de nouveaux procédés de fabrication, comme les robots dans les usines, trouver de nouveaux marchés, utiliser de nouvelles matières premières ou encore, et c'est crucial, inventer de nouvelles formes d'organisation du travail. Et Schumpeter, il a résumé toute cette dynamique avec une formule choc, la destruction créatrice. L'innovation, elle ne fait pas qu'ajouter des choses, elle en remplace d'autres. Pensez à comment Netflix a complètement remplacé les magasins de location de DVD. L'ancien modèle est détruit pour faire place au nouveau. C'est ce moteur de renouvellement permanent qui alimente la croissance sur le long terme. D'accord, le progrès technique est la clé, on a compris. Mais là, une question encore plus importante se pose. D'où vient-il, ce progrès? Est-ce qu'on doit juste attendre, les bras croisés, qu'il nous tombe du ciel? Et c'est là qu'une véritable révolution a eu lieu dans la pensée économique. On est passé de l'idée d'un progrès qu'on appelle exogène, une sorte de manne tombée du ciel sur laquelle on n'a aucun contrôle, à la théorie de la croissance endogène. L'idée ici, elle est géniale. Le progrès technique n'est pas un accident, c'est le résultat direct de nos actions, de nos investissements. Autrement dit, on peut le fabriquer nous-mêmes. Alors, quels sont ces moteurs qu'on peut actionner? D'abord, le capital humain. Une population mieux formée, en meilleure santé et forcément plus créative et plus productive. Ensuite, la recherche et le développement. Investir dans la science pour créer les innovations de demain. Troisièmement, les infrastructures publiques. De bonnes routes, un Internet qui file. Tout ce qui facilite les échanges.
Et enfin, des institutions solides, comme un système de brevets qui protège les inventeurs et les encourage à continuer d'innover. Bon, faisons le point. On voit que notre compréhension de la croissance a énormément évolué. On est parti d'une recette super simpliste pour arriver à un modèle beaucoup plus riche, un modèle qui nous donne enfin les clés pour agir. Ce tableau y résume parfaitement notre petit voyage. Au début, les théories classiques étaient assez pessimistes. Elles voyaient des limites naturelles partout. Puis, la théorie néoclassique de Solow a ouvert la porte au progrès technique, mais le voyait un peu comme une force extérieure, presque magique. Et enfin, les théories de la croissance endogène nous ont redonné le pouvoir. La croissance peut s'auto-entretenir, grâce à nos investissements dans le savoir. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour notre époque. Alors que les ressources physiques de notre planète sont par définition limitées, les connaissances, elles, sont potentiellement infinies. Est-ce que la clé d'une prospérité durable se trouverait donc uniquement dans notre capacité à apprendre, à innover et à créer sans cesse de nouvelles idées ? C'est une pensée sur laquelle il est intéressant de méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse.